Nous, on a quand même changé de monde. Hein. On parle maintenant de charia à l'école. Hein. Vous allez finir par être centriste, en fait. Mainstream. Mainstream. Non, mais... Le recalage général fait que quand on dénonce les choses, on est menacé, insulté, expulsé, etc. Puis peu à peu, les faits gagnent toujours. C'est plus ou moins lent, c'est plus ou moins long. Et à un moment, on donne des mots sur les choses, les faits confirment les choses et les mots deviennent justes. L'escalade permanente. L'escalade permanente. Et je voulais commencer cette émission comme cela, parce que ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier sort de tout ce que nous entendons depuis 40 ans, 50 ans, peut-être depuis plus longtemps que ça, peut-être depuis un siècle en matière politique. Hier, M. Mélenchon a comparé le président de l'université de Lille à Adolf Eichmann. Parce que je rappelle que le président de l'université de Lille a interdit la conférence que devait tenir la France Insoumise. Qui est Adolf Eichmann? C'est le responsable de la solution finale, qui d'ailleurs été exécutée. Il a planifié à la conférence de Wannsee. Exactement, qui a été exécutée en 62, repris par un procès en Israël. Exactement, Adolf Eichmann. Donc l'escalade permanente, je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon. Nous connaissons les bassesses qui ont conduit la police française à faire la rafle du Veldiv sur les ordres des capitulards de l'époque qui étaient déjà couchés comme des chiens gémissants après avoir capitulé sans condition devant l'envahisseur nazi. Nous connaissons l'histoire de notre pays et c'est parce que nous la connaissons que nous nous méfions pas seulement des fascistes, mais plus encore peut-être des lâches. Des faibles, ceux qui, dans la chaîne interminable du mal, signent un papier pour organiser un convoi SNCF, qui signent des papiers pour donner des ordres à la police. Moi, je n'ai rien fait, disait Eichmann. Je n'ai fait qu'obéir à la loi telle qu'elle était dans mon pays. Alors ils disent qu'ils obéissent à la loi et ils mettent en œuvre des mesures immorales qui ne sont justifiées par rien ni personne. Celui qui a cédé, président de l'université, dont on me dit que par ailleurs c'est un brave homme, ce que je veux bien croire. Mais à l'instant où il avait à décider, il n'était plus un brave homme singulier, il était le président d'une université, c'est-à-dire d'un lieu de la liberté de l'esprit, où il faut, quoi qu'il en coûte, tenir bon pour la liberté. Comparer le président de l'université, faire un rapport entre Eichmann qui disait je n'y suis pour rien et ce président qui a refusé une conférence de la France Insoumise, c'est l'escalade permanente. Non, mais c'est même pas le président, c'est le préfet. Mais ce qui m'inquiète plus, non, c'est le président dans un premier temps. Oui. Mais ce qui m'inquiète plus, en fait, parce que ma première réaction, c'est de me dire tant mieux, les outrances de Mélenchon vont finir vraiment par le montrer comme une sorte de, bon, je ne veux pas employer de mots qui dépasserait ma pensée. Mais ce qui m'inquiète, c'est est-ce que les gens autour croient à ce baratin? Est-ce que autour, j'ai regardé les visages. Est-ce qu'il y a des militants? Est-ce qu'il y a des gens dans nos banlieues? Est-ce qu'il y a des qui pensent que tout ça est vrai, si vous voulez, que ces pauvres gens sont victimes de je ne sais trop quoi? Je crois que oui. Hélas, oui. Je crois que oui. Je crois que ça secte, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire ceux qui l'entourent, là. J'ai regardé, moi aussi, les visages de celles et ceux qui l'entourent. Ils sont terrorisés. C'est ce que vous pensez? Certains sont admiratifs. Hein. Ils sont terrorisés. Non, il y en a certains qui hochent la tête en approuvant. Ils sont terrorisés. André a raison. Ils sont terrorisés. Mais ça pose aussi Olivier Faure du PS. Mais la NUPES, c'est fini, Pascal. Oui, la NUPES, c'est fini. Oui, mais il faut... André Valigny, même à l'Assemblée, André Valigny, ça sera pas fini quand il va falloir retrouver son siège. Je vous le dis. Ah, ça, les sortants, oui. Parce que Monsieur Faure, il n'a pas de siège s'il n'est pas avec la NUPES. Monsieur Vallaud, il n'a pas de siège s'il n'est pas avec la NUPES. Monsieur Guedj, il n'a pas de siège. Ils retournent d'où ils viennent. S'ils ne sont pas avec Jean-Luc Mélenchon, qui est la force de gauche la plus importante. Alors Jean Guedj, j'ai subi la foudre mélenchonienne depuis bien sûr, mais eux, heures, là. Et donc vous verrez qu'ils sont prêts à tout, comme Olivier Faure était prêt à tout, à vendre son âme pour un plat de lentilles, et vous verrez qu'ils pactiseront avec lui, parce qu'autrement ils ne sont plus rien. Le problème, c'est pas qu'elle ait cessé d'exister, c'est qu'elle ait existé. Bon, exactement. Deuxième passage de Jean-Luc Mélenchon, qui a mis une cible sur notre chaîne, CNews, en appelant CNews, en traitant CNews de chaîne infâme. Et les aboyeurs qui les relaient,
pendant des heures et des heures sur cette chaîne infâme qui s'appelle CNews, à qui l'organisme qui attribue des fréquences, j'espère, aura le sursaut de dignité de la refuser la prochaine fois puisqu'elle est en cours de renouvellement. Je rappelle que Manuel Bompard vient régulièrement sur CNews, qu'il est interrogé par Sonia Mabrouk et que Manon Aubry, je l'ai reçu plusieurs fois. Il ne me semble pas qu'on a eu d'ailleurs un échange plutôt courtois et plutôt républicain, et en lui posant toutes les questions il demande notre interdiction. Hein, oui, mais qu'il demande l'interdiction, c'est encore autre chose, mais dans le contexte si particulier, qu'il mette une cible sur des gens qui peuvent être effectivement manipulables en traitant la chaîne d'infâme, pose un problème de sécurité, bien évidemment. Il n'y a pas son bras armé, bien évidemment. Rapporteur de la commission d'enquête. Mais surtout, c'était une conférence pour, justement, un rassemblement pour militer contre la censure, contre sa censure à lui, à la fois à l'université de Lille et dans la salle privée ensuite où il devait faire sa conférence. Et Mathilde Panot était ce matin chez nos confrères de BFM. Je vous propose de l'écouter. Je crois que nous avons un grave problème démocratique qui a été à de nombreuses reprises condamné par des instances internationales. Rendez-vous compte qu'hier, en une journée, pour la deuxième fois, la conférence de Rima Hassan et de Jean-Luc Mélenchon a été annulée. Rima Hassan, candidate aux européennes sur la liste de Manon Aubry. Ensuite, vous avez un syndicaliste qui est le secrétaire départemental CGT du Nord, qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour un tract en soutien à la Palestine. Oui. Puis, vous avez l'interdiction de la manifestation qui doit avoir lieu dimanche, un référé en cours, une manifestation contre le racisme et l'islamophobie. Je le dis sur la conférence, dans quelle démocratie, en pleine campagne électorale, des oppositions ne peuvent pas exercer leur liberté de réunion et d'expression? Bien sûr. Dans quelle démocratie ça existe? Et parallèlement à ça, Rima Hassan a porté plainte contre notre confrère Yohann Uzaï, le 7e sur la liste LFI aux élections européennes, a annoncé porter plainte. Elle a tweeté « Bonjour Yohann Uzaï, suite à vos déclarations que vous avez tenues sur CNews, Rima Hassan a la haine des Juifs chevillés au corps depuis sa naissance. Je vous annonce déposer plainte contre vous. À très bientôt, je vous souhaite d'être prêt. » On sent dans ses paroles une forme de menace, en tout cas je l'interprète comme ça. Yohann était avec nous hier soir, Yohann qui est un journaliste remarquable, qui a pris le temps pour expliquer sa position et développer ses arguments. Je suis très surpris du dépôt de cette plainte parce que, voyez-vous, je ne prends aucun plaisir à affirmer que Rima Hassan a la haine des Juifs chevillés au corps. Si je me suis permis de le dire, c'est parce que, hélas, je pense bien pouvoir en apporter la preuve. Je pense bien en avoir la preuve. Mes propos, ils sont étayés. C'est d'ailleurs mon rôle de journaliste, de parler en connaissance de cause et de s'appuyer sur des faits. Alors, sur quels faits précisément est-ce que je me suis basé pour affirmer que Rima Hassan avait la haine des Juifs chevillés au corps? Il y a de multiples exemples. J'en ai pris quelques-uns. Quand on lui pose au mois de novembre dernier la question « L'action du Hamas est-elle légitime ?» Elle répond oui. Oui, c'est vrai, l'action du Hamas est légitime. Elle légitime donc le pogrom du 7 octobre dernier. Elle trouve une justification à ce pogrom. Si là, on n'est pas dans l'antisémitisme, alors où est-on? Je pose la question. Je lui pose la question. Quand on lui demande si Israël a le droit de se défendre, elle répond non. Non, c'est faux. Non, Israël n'a pas le droit de se défendre. Est-ce qu'on n'est pas là dans une forme aussi d'antisémitisme? Quand elle utilise l'expression, ou plutôt le slogan « From the river to the sea », qui signifie la Palestine de la rivière à la mer, ce qui veut dire en fait raser l'État d'Israël, ce qui veut dire détruire l'État hébreu, et par extension, le peuple juif. Est-ce qu'on n'est pas là dans l'antisémitisme? Je pose à nouveau la question. Plus récemment, on a vu l'exemple d'affiches, notamment pour la conférence qui devait se tenir à Lille. Sur cette affiche, il y a la photo, le nom de Rima Hassan. Et à côté de cette photo, sur cette affiche, le slogan, le logo de Free Palestine, où là aussi, Israël est rayé de la carte. On est à nouveau dans la négation de l'État d'Israël, dans la négation du peuple juif. On n'est pas là dans l'antisémitisme. J'aimerais pouvoir dire le contraire. J'aimerais pouvoir affirmer que Rima Hassan n'est pas antisémite. Je pense pouvoir prouver le contraire. Rima Hassan m'a interpellé. Elle me dit « Je vous souhaite d'être prêt, je ne vous épargnerai pas ». Comme souvent, dans l'extrême gauche, on est dans la menace. Ça ne m'intimide pas beaucoup. Je suis journaliste, je ne suis pas un opposant politique, donc j'irai répondre devant le tribunal si la procédure va jusque-là, avec des arguments journalistiques pour démontrer qu'effectivement, selon moi, Rima Hassan a la haine des Juifs.
Alain Bauer, est-ce que vous m'autorisez à vous poser une question délicate? La question peut être délicate, la réponse, on verra. Vous avez été grand maître du Grand Orient. Oui. Jean-Luc Mélenchon était un frère. Oui. Il appartenait au Grand Orient. Il l'a reconnu à un moment ou à un autre, donc il l'a assumé publiquement. Est-ce que vous trouvez que ce qu'il dit aujourd'hui était ce qu'on disait dans les loges du Grand Orient? D'abord, rien de ce qui s'est dit publiquement n'aurait pu avoir lieu, même pendant 12 secondes, dans une loge du Grand Orient. Ça fait partie de l'interdit absolu. D'abord, le débat politicien n'y est pas toléré. L'exagération, la menace, l'insulte n'y est pas toléré non plus. En général, on prend la porte et pas seulement pour la séance où on est venu. Donc la réponse n'est pas plus hier qu'aujourd'hui et j'espère que demain. Quand il était au Grand Orient, vous aviez des contacts avec lui? J'ai rencontré une ou deux fois, oui, absolument. Parce que comment vous analysez c'est le rôle du président de l'association Pro Tempore, puisqu'on est en CDD, chez nous, de voir toute une série... Comment vous analysez? D'abord, il n'est plus au Grand Orient aujourd'hui, il a été... À ma connaissance, il est parti, oui. Il est parti ou il a été exclu? Non, il est parti. Comment vous analysez son parcours? Vous voulez dire au Grand Orient? Non, cette dérive, c'est-à-dire de quelqu'un qui est sur... Vous pensez qu'il y a une dérive? Moi, j'ai eu la chance d'avoir connu Jean-Luc Mélenchon avant le PS. Quand il était lambertiste. Quand il était trotskiste. Lambertiste. Oui, lambertiste. C'est-à-dire pas les plus... Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Les plus créatifs sont souvent ceux de la Ligue. Oui, j'ai dit pas les plus. C'est ce que. Pardon. Je voulais dire pas les plus. Oui. Et donc il y a chez Jean-Luc Mélenchon une tactique dans laquelle tout le monde tombe plus ou moins. C'est-à-dire la provocation qui amène une forme de visibilité qui lui permet de rassembler aux marges, parce que c'est toujours sur les marges qu'on construit les mouvements les plus militants. Puis à un moment, faut se centriser parce que il faut devenir député, sénateur, ministre et devenir fréquentable. Et tout d'un coup, on a la version 2 de Jean-Luc Mélenchon qui est serein, raisonnable, sénateur tout à fait respecté à l'intérieur de Mais ça, c'était avant. Mais non, vous pensez qu'il y a des phases. Tout ça se vit en même temps. Il va redevenir raisonnable. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que chez Jean-Luc Mélenchon, le processus est uniquement lié à l'événement et à une tactique qui est quel est le gain le plus important. Il a, depuis des années, théorisé, vous aurez l'occasion de me confirmer ou pas, la logique qui est je ne vais gagner que sur des populations paupérisées, de banlieues issues de l'immigration qui ne va pas voter, et ce sont les marges de progrès de sa gauche, pas la gauche. Sauf que ça fait 7% aujourd'hui avec Manon Aubry. Oui, mais ça a fait beaucoup plus, et il est dans ce problème permanent. Voilà, exactement. Il est dans ce problème permanent qui est de dire j'ai failli être au deuxième tour, et si j'avais été au deuxième tour, j'aurais été élu président, car la configuration m'aurait permis de battre le candidat du centre ou de droite, ça dépendait. Ah oui. Non, il n'y a plus qu'il le pense. Dans un deuxième tour face à Emmanuel Macron... Pas que lui. Vous pensez qu'il avait une chance face à Emmanuel Macron? Lui, il le croit, c'est pas la question. La question d'un candidat à l'élection présidentielle, c'est ce qu'il a dans sa tête à lui, son logiciel à lui. Dans son logiciel, il aurait pu, et s'il a raté ça, c'est parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de sa démarche de rassemblement aux marges et sur les côtés. Donc ce que vous me dites, c'est qu'il n'a pas changé par rapport au Jean-Luc Mélenchon que vous avez connu dans les années 70 ou 80. Il est toujours dans cette même logique qui est comment arriver par tous les moyens possibles. Il n'y a pas une dérive personnelle. Vous ne voyez pas là-dedans quelqu'un qui... la psychologie, ça explique parfois certaines choses. Vous ne voyez pas dans son caractère. Alors, je pense qu'il a une dégradation parce qu'il est enfermé dans « si j'avais été au deuxième tour, j'aurais été élu président ». Et ça lui a fait un mal profond sur la logique de jusqu'où aller. Et vous pensez qu'il sera encore candidat la prochaine fois? Sans aucun doute. Maintenant, dans ma tête. Maintenant, Alain Bauer a raison, les propos outranciers, sa manière de voir, il l'a toujours fait. Depuis que je suis le PS. Et d'où la question posée par Elisabeth Lévy est importante. C'est-à-dire que ceux qui sont allés vers la NUP et qui ont soutenu la NUP savent cela. Ils le savent. Donc ils ne le découvrent pas aujourd'hui. Bon, Grande Sainte à présent. Et Grande Sainte nous permet de parler de la violence. C'est pour ça que vous êtes là aussi. Et vous êtes un des spécialistes de la violence. Violence notamment chez les jeunes. On a le sentiment que ce qui se passe en France, on ne l'a jamais vu. Ma génération ne l'a jamais vu. Des gosses de 14 ans, qui tabassent et laissent morts à coups de batte de baseball, visiblement comme pour rien, pour un portable ou pour un rendez-vous.
jamais vu ça dans la France des années 70 ou 80. Je me trompe ou pas? Vous êtes trop jeune peut-être, mais malheureusement ça a existé. Et là, vous avez raison, c'est que si on veut réfléchir à ça, il faut penser sur des cycles longs. Par contre, sur des cycles courts, vous avez raison. Mais c'est parce que vous êtes trop jeune. Disons que dans la France des années 50 ou 60, des affrontements de ce genre, avec ce qu'on appelait à l'époque historiquement les Apaches au couteau. Vous allez voir Casque d'or, vous aimez beaucoup le cinéma classique. C'est pas un film, c'est un docu-fiction des affrontements entre bandes au couteau. Et les affrontements entre bandes au couteau, les jeunes avaient 14, 15, 16 ans. On va voir. 18, 19. Par contre, nous avons domestiqué et civilisé les homicides avec un niveau le plus bas de l'histoire que nous avions eu en 2012-2013, 700. Nous sommes remontés à plus de 1000 et avec les tentatives d'homicide qui ne sont que des homicides ratés, nous sommes au plus haut niveau des 50 dernières années, 5000. Donc il y a eu un renversement accéléré et intense. Si, bien sûr. Il y a de savoir qui transgresse, qui attaque au couteau, dans quel quartier. Il y a des statistiques sur tout, il suffit d'aller les lire. La plupart de mes collègues sociolâtres, je ne parle pas des sociologues, c'est un beau métier, mais sociolatrie qui est un culte, il y a des gourous partout, expliquent que c'est pas pire qu'avant, que c'est machin, etc. Tout ça n'est pas vrai. Il y a un retournement de tendance accéléré et intensifié, avec des gens plus jeunes, plus violents, plus souvent condamnés, qu'on ne le dit, mais très tardivement. En fait, la justice, elle n'est pas laxiste, elle est lente. Mais on peut pas dire qu'elle est laxiste. Les prisons dégorgent. Mais là, on parle de passage à tabac, on parle pas de RIX. Il n'y a aucune différence entre la RIX et le passage à tabac. C'est exactement la même chose. Quand vous dites elle est pas définie. Quand vous dites elle n'est pas laxiste, la justice. Hier, j'ai ouvert notre émission avec Schiltigem. Vous l'avez peut-être vu. Ce policier qui est percuté de plein fouet par une moto et par un jeune. Ce jeune n'est pas en prison à l'heure à laquelle je parle. Ça s'appelle du laxisme à mes yeux. Alors, c'est l'application stricte et trop stricte peut-être d'une législation. Et je rappelle que c'est le législateur qui fait la loi, pas le juge. Mais il a 17 ans et demi, donc quelqu'un qui on peut revoir d'ailleurs cette image que tout le monde a vue. Il n'en a pas 18, pareil. Il a 17 ans et demi. Oui. Il n'en a pas aurait pu l'incarcérer. Le juge aurait pu l'incarcérer. Le juge ne l'a pas interpellé. En tout cas, c'est pas la justice qui est laxiste, c'est ce juge qui a pris cette décision qui l'est, à mon sens. Oui, mais il aurait pu, mais ce n'est pas une obligation, c'est ce que j'explique. Oui. Malheureusement, les textes ont été ainsi écrits qu'ils sont extraordinairement défenseurs pour des raisons historiques des enfants et des mineurs, et qu'ils sont plus défenseurs d'ailleurs des enfants maltraités que des enfants violents, parce qu'ils considèrent que les enfants violents sont d'abord des enfants maltraités, et donc on s'est construit une sorte de doctrine de la non-punition, qui est une erreur. Mais en plus, quand la punition arrive, elle est extraordinairement lente et retardée, parce qu'on se donne toute une série de postures alternatives. Avant de voir qu'il y a un problème de ce point de vue-là, mais je rappelle que le législateur fait la loi. Avant d'écouter Sandra Buisson sur ce qui s'est passé à Grande-Synthe, simplement un mot. Vous dites qu'il y a 30 ans ou 40 ans, il y avait une violence. Est-ce que ce qui a changé dans cette violence, c'est qu'aujourd'hui, elle me paraît gratuite, alors qu'avant, non. Est-ce que je me trompe ou pas? Alors, il n'y a jamais eu de violence gratuite, il y a toujours une raison. Nous ne la comprenons pas toujours, mais il y a toujours une raison. La violence gratuite, elle n'existe pas. C'est un non-sens. La violence, elle est née d'un sentiment. Dans ce cas-là, ils se sont proclamés adjoints du shérif. Dans d'autres cas, ils défendent l'honneur supposé. Dans d'autres cas, ils disent tu ne portais pas le voile, et donc voilà. Les motifs ont changé. Donc. Les motifs ont changé, mais il y a des motifs. C'est ça que je veux expliquer. La violence. Les barbares, c'est de la violence gratuite. Totalement. Ah non. Non, c'est pas les barbares, c'est de la violence gratuite. Pour piller, pour... Non, il y a toujours une raison. D'accord, c'est pour ça que je vous pose des questions. Oui, mais je vous réponds. Et c'est pour ça que vous êtes un spécialiste et que je ne suis qu'un béotien. Oui, on va dire ça comme ça. Bah oui. En revanche, je voudrais qu'on écoute Sandra Buisson sur les derniers développements de Grande-Synthe qui permettent de mettre en perspective ce qui s'est passé. Au cours des gardes à vue de ces deux jeunes mineurs, ils ont expliqué qu'ils ont créé un profil de jeune fille sur une application de rencontre, qu'ils ont donné un rendez-vous à un homme sur cette application pour, disent-ils, le punir. C'est le terme employé. Le punir de quoi? Nous n'avons pas encore cette information, mais ça pourrait expliquer pourquoi. Quand il a été retrouvé à terre, alors ça peut choquer ce que je vais dire, mais on va rentrer dans un certain nombre de détails, il avait le pantalon baissé sur les chevilles, ce qu'on ne comprenait pas jusqu'à ce qu'on sache la justification évoquée par ces mineurs en garde à vue. Les policiers doivent déterminer si c'est bien à Philippe qu'ils ont donné rendez-vous ou si c'est à une autre personne parce qu'ils se sont trompés. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au moment où il a été agressé, il était avec un ami au téléphone. Et cet ami a entendu les instants avant l'agression. Et il a entendu les agresseurs lui demandaient s'il était sur
sur un site de rencontre. Ce à quoi l'ami a entendu Philippe répondre « Non, je suis avec un ami au téléphone ». Autre point important, il y a eu d'autres agressions dans les périodes précédentes et les enquêteurs cherchent à savoir si les 2 jeunes en garde à vue peuvent y avoir participé, notamment l'agression d'un homme de 39 ans qui a été passé à tabac 2 jours avant l'agression de Philippe. Dernier point, selon nos informations, le jeune des 2 qui est suspecté d'avoir été le plus violent pendant cette agression est le mineur de 14 ans. Et une source proche du dossier nous indiquait que ces 2 jeunes sont décrits comme issus de milieux familiaux très compliqués. 14 ans, et on en parlera tout à l'heure avec Éric Dupond-Moretti, qui a été ferme, me dit Marine Lançon, ce matin chez nos voisins d'RTL. Mais nous sommes avec Jean-Pierre Foucault pour la dernière... Il fait froid dans ce studio, une petite écharpe, ça fait du bien. Il faut protéger son fonds de commerce, vous comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a, Pascal ? C'était magnifique, Jean-Pierre. Hier soir, c'était absolument magnifique. Il y a un supplément d'âme dans ce stade du Vélodrome. Toute la deuxième mi-temps, on sent que Marseille va gagner, on sent que Marseille va marquer, et on est sur nos canapés, on se lève lorsque le but est marqué. C'était formidable, vraiment formidable. Je ne regrette pas, franchement, Pascal, les propos que je viens d'entendre ce matin. Merci, Pascal Pro. À tout à l'heure.